La campagne des européennes a pris énormément de place dans le débat public ces dernières semaines. Des sujets se sont imposés comme l'immigration, la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, mais dans nos débats, ce sont surtout des sujets français, nationaux, qui ont pris toute la place. Moi je pense que le défi migratoire est un défi existentiel. Vous avez associé le fascisme à Jordan Bardella ? Ah oui, vous savez, c'est pas parce qu'il est bien coiffé et bien habillé qu'on oublie les origines de son parti. La République, elle est partout chez elle. Mon plan est très clair, c'est dissuader, c'est l'absence d'humanité, c'est ça. renvoyer. Je souhaite que les demandes d'asile soient traitées dans les ambassades et consulats des pays de départ. Vous faites de moi votre type principal, c'est le cas depuis 6 mois. Vous avez l'extrême droite à 40%, Manon Aubry. Allez, concentrez-vous sur l'extrême droite. Lâchez-moi un peu les baskets, ça fait 6 mois là. Les punaises de lit même, ça peut prêter à sourire, mais c'est aussi l'ingérence du Kremlin. Il faut rétablir l'ordre parce qu'il faut rétablir la paix civile, parce qu'il ne faut être inflexible face aux casseurs. La crise en Nouvelle-Calédonie, par exemple, a été le sujet le plus commenté par les Français ces dernières semaines, avec l'attaque du fourgon pénitentiaire dans l'Eure, selon la 5e vague de l'enquête électorale Ipsos pour Le Monde. C'est également le résultat d'une étude poussée menée par l'Institut Jean Jaurès. Elle montre que les Français comptent parmi les Européens les plus mal informés sur l'Union européenne, notamment car les médias hexagonaux n'évoquent que très peu ces enjeux. On le voit d'ailleurs sur ce graphique. Les candidats aux élections européennes ont majoritairement été interrogés par les journalistes sur l'immigration et l'Ukraine. Nombre d'enjeux européens n'ont donc pas trouvé leur place dans cette campagne européenne, ni dans les débats, ni dans les interviews. L'écologie, par exemple, a été la grande oubliée de cette campagne, tout comme la justice fiscale, un sujet pourtant éminemment européen. Or, c'est bien de ça dont nous allons parler aujourd'hui. La fiscalité est l'un des enjeux européens les plus déterminants, et même si les règles peuvent parfois paraître complexes et un peu ennuyeuses, elles déterminent pourtant absolument tout le reste. C'est parce que l'on manque de financement que l'on ne peut pas financer correctement la santé, l'éducation, les services publics, le virage écologique ou encore la lutte contre la pauvreté. Et l'Union européenne est un espace où les paradis fiscaux sont en quelque sorte légaux. Alors, où en sommes-nous en ce qui concerne la lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale dans l'Union européenne ? Pourquoi cette union favorise-t-elle structurellement les grandes fortunes ? Comment pourrait-on faire pour remédier à cette situation ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Entre l'aide militaire et financière à l'Ukraine, les investissements pour la transition énergétique et écologique et les besoins de l'industrie et numérique, les besoins de financement ne cessent d'augmenter pour l'Union européenne et ses États membres. Rappelons que l'Union européenne s'est engagée à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 et à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport au niveau des années 90. Le Parlement européen grave dans le marbre l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050. À une large majorité, les eurodéputés approuvent la loi climat qui veut faire de l'Union européenne le moteur et l'exemple de la lutte contre le changement climatique. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, d'importants investissements sont nécessaires dans les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les infrastructures vertes. On voit qu'il y a un renforcement global de l'ambition et des outils réglementaires de l'Union européenne qui vont ensuite être déclinés au niveau national. Parmi les outils pour l'atteindre, il y a le Pacte vert pour l'Europe, la feuille de route de l'Union européenne pour rendre son économie soutenable. Il prévoit des investissements massifs dans les secteurs de l'énergie, des transports, de l'industrie et de l'agriculture. Le budget de l'Union européenne alloue donc environ 30% de ses dépenses à des projets liés au climat. Parallèlement, Horizon Europe, le programme cadre pour la recherche et l'innovation de l'Union européenne, a un budget de 95,5 milliards d'euros pour 2021-2027. Ces fonds soutiennent la recherche dans des domaines clés comme la santé, le climat et les technologies numériques. L'Union européenne investit également dans le renforcement de ses capacités de défense pour répondre aux menaces croissantes. On a quand même Vladimir Poutine juste à côté qui est légèrement menaçant, rappelons-le. Selon ce quotidien britannique, la Russie prépare des sabotages dans toute l'Europe. Attentats à la bombe, incendies criminels, cyberattaques. Le chef des services de renseignement allemands aurait averti ses homologues français, britanniques et suédois. La Russie semble désormais prête à mener des opérations sur le sol européen avec un potentiel de dégâts élevé. Le Fonds européen de la défense dispose par exemple aujourd'hui de 7,9 milliards d'euros pour promouvoir la recherche et le développement dans le secteur de la défense.
Pourquoi est-ce que je vous détaille tout ça? Eh bien pour que vous compreniez bien de quoi on parle quand on aborde le sujet de la fiscalité. Tous ces domaines sont financés avec de l'argent public, principalement obtenu grâce aux impôts. Quand on n'arrive plus à récolter ces impôts, tous ces domaines sont menacés. Enfin, on a parlé de l'échelon européen, mais la redistribution s'effectue surtout au niveau national. Les besoins augmentent dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des infrastructures. C'est le cas en France, bien sûr, mais aussi dans quasiment tous les autres pays de l'Union européenne. Seulement, si ces besoins sont là encore croissants, eh bien les recettes fiscales ne suivent pas cette progression. La majorité des États membres affichent des taux d'endettement public supérieurs à la limite de 60% du PIB imposé par l'Union européenne, et certains pays, comme la France, dépassent largement les 100%. Plus on regarde cette courbe, plus on a les mains moites. C'est un record, une explosion. La dette publique en France a dépassé la barre symbolique des 3 000 milliards d'euros. L'Union européenne elle-même a contracté une dette de 800 milliards d'euros en 2020, avec un remboursement prévu à partir de 2028, ce qui est devenu plus coûteux en raison de la hausse des taux d'intérêt. Bref, ce premier chapitre, pour rappeler un constat établi par tous, on a besoin d'argent public. Mais au niveau national ou européen, cette question centrale revient toujours. Où le trouver ? C'est là que les questions de fiscalité ressurgissent. Depuis la création du marché unique en 1993, l'Union européenne a cherché à faciliter la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. On vous a déjà tout expliqué dans cette série de 4 vidéos où on parle également de l'euro, donc je ne vais pas revenir sur ce sujet ici en détail. Cependant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, chaque État membre conserve une grande autonomie en matière de politique fiscale. Et cette situation a conduit à des divergences importantes dans les régimes fiscaux nationaux. Certains pays, comme l'Irlande par exemple, avec un taux d'imposition sur les sociétés de 12,5%, ont adopté des taux très bas pour attirer les entreprises et les investissements étrangers. En revanche, d'autres pays comme la France imposent un taux de 26,5% pour financer entre autres leur système de protection sociale et leurs infrastructures publiques. Il semble donc évident, pour éviter cette concurrence qui tire vers le bas, que l'Union européenne a besoin d'un système d'harmonisation fiscale, c'est-à-dire un alignement des systèmes fiscaux des États membres pour réduire les disparités et les distorsions économiques. Mettre en place une fiscalité unifiée des entreprises en Europe. C'est l'objectif de la communication présentée mardi par la Commission européenne. L'institution estime nécessaire d'adapter ses règles au nouvel environnement économique, toujours plus mondialisé et toujours plus numérisé. Ce sont des milliards d'euros qui disparaissent chaque année des caisses publiques à l'heure où toutes les ressources sont nécessaires pour la relance. Seulement, si cela est réclamé depuis de nombreuses années, eh bien ça a toujours échoué dans le cadre de l'Union européenne. Tout simplement car les pays qui offrent des avantages fiscaux importants et qui ont basé leur économie là-dessus n'ont aucun intérêt à ce que ça change. Or, les décisions fiscales nécessitent généralement l'unanimité au sein du Conseil de l'Union européenne, ce qui rend quasi impossible la mise en place de réformes significatives. Alors, comme toujours quand on parle de fiscalité, j'ai bien conscience que tout ça peut paraître un peu abstrait. Donc revenons un peu sur les conséquences que ça a sur notre économie. À cause de ces inégalités fiscales, les États membres de l'Union européenne sont donc en concurrence fiscale. Les pays cherchent à attirer les multinationales en leur offrant des taux d'imposition sur les sociétés très bas ou des régimes fiscaux avantageux, on l'a vu. La concurrence fiscale que se font les États au sein de l'Europe, c'est quelque chose qui est extrêmement négatif pour la santé financière et budgétaire de l'Europe. Parce que derrière tout ça, on a des pertes abyssales de recettes fiscales qui fragilisent finalement tous nos États, et notamment les États développés et les États qui ont des fortes populations. Ce qu'on veut, c'est de la recette fiscale, de la valeur créée sur notre territoire. Et aujourd'hui, il y a des détournements de valeur, ce qu'on appelle le siphonnage fiscal, et ça c'est pas acceptable. Les failles dans la législation fiscale européenne permettent aux entreprises de pratiquer des prix de transfert abusifs et d'autres formes de planification fiscale agressive. Une enquête de la Commission européenne a révélé que plus de 1000 milliards d'euros étaient déplacés chaque année au sein de l'Union européenne à des fins d'optimisation fiscale. En 2022, en tout, les multinationales ont généré 2586 milliards d'euros de bénéfices à l'étranger, c'est-à-dire hors du pays où se trouve leur siège social. De cette somme,
35%, soit 921 milliards d'euros, ont été transférés directement vers des paradis fiscaux. Les deux principaux pays facilitant ces transferts sont l'Irlande et les Pays-Bas. Deux pays de l'Union européenne, donc, qui permettent aux multinationales d'y dissimuler entre 129 et 166 milliards d'euros par an. Selon les calculs de l'Observatoire européen de la fiscalité, en Irlande, pour chaque euro de salaire versé, une multinationale déclare 6 euros de bénéfices. De l'Irlande ou des Pays-Bas, les fonds sont ensuite transférés vers des paradis fiscaux traditionnels comme les îles Caïmans, les Bermudes et les îles Vierges britanniques en utilisant là encore des montages fiscaux. On en arrive donc au titre de notre vidéo. Dans un système comme celui-ci, il y a forcément des gagnants et des perdants. Or, les gagnants, ce sont les grandes entreprises et les individus fortunés qui bénéficient souvent de la concurrence fiscale, tandis que les petites et moyennes entreprises et les citoyens ordinaires supportent une charge fiscale disproportionnée. L'économiste et chercheur Jacques Lecacheux le démontre dans cet article pour The Conversation. Cette course au moins-disant fiscal, dans laquelle les plus petits États comme le Luxembourg, l'Irlande, Chypre ou Malte ont un avantage décisif, a eu pour conséquence une baisse spectaculaire des taux d'imposition des bénéfices des sociétés, plus forte en Europe que dans le reste du monde. Entre 1985 et 2020, la moyenne européenne de ce taux est passée de 50% à 21%. Alors que les Français payent en moyenne 50% de leurs revenus en prélèvement obligatoire, les 0,0002% des ménages les plus riches, soit environ 370 foyers, bénéficient d'un taux effectif d'imposition d'environ 26%. Encore plus alarmant, l'Institut des politiques publiques révèle que le taux effectif d'impôt sur le revenu pour ces super riches est seulement de 2%. Alors pour bien comprendre comment et pourquoi les plus riches en profitent, prenons un cas d'école, celui de l'homme le plus riche de France et l'un des plus riches au monde, Bernard Arnault. Bernard Arnault a su exploiter le marché unique européen pour étendre son empire. LVMH possède plus de 5600 magasins à travers le monde, dont la majeure partie sont situés en Europe. L'absence de barrières commerciales au sein de l'Union européenne a facilité cette expansion, permettant ainsi à LVMH de maximiser ses profits en vendant des produits de luxe à travers le continent sans entrave douanière. Et sa fortune s'est aussi faite en partie grâce aux avantages fiscaux de certains États membres de l'Union européenne dont on vient juste de parler. Point commun de toutes ces sociétés, elles ne comptent presque pas de salariés, mais elles affichent des bénéfices énormes. Pile Invest, bénéfices, plus de 114 millions. Salariés, 0. Jim Invest, bénéfices, plus de 31 millions. Salariés, 0. Chez LVMH Finance Belgique et ses 86 millions de bénéfices, il y a 6 salariés. Il n'y a donc que 14 salariés de l'Empire Arnault dans cette tour. Ils réalisent à eux seuls un bénéfice de plus de 411 millions d'euros, plus de 29 millions de bénéfices par salarié. Bref, en exploitant des instruments financiers sophistiqués et des investissements dans divers secteurs, le milliardaire a pu maximiser ses rendements au sein de l'Union européenne tout en minimisant ses impôts. Et cela s'inscrit dans le cadre d'une augmentation des inégalités en Europe, largement permise par ces inégalités fiscales. Depuis le début des années 1980, les inégalités de revenus ont augmenté dans tous les pays européens. La part du revenu détenu par les 10% les plus riches a eu tendance à augmenter dans chaque pays. Plus on se rapproche du rouge foncé, plus les riches s'accaparent les richesses nationales. C'est en Europe de l'Est que les inégalités ont le plus augmenté en 40 ans. Sur tout le continent, le revenu moyen des 1% des Européens les plus riches a augmenté 2 fois plus vite que celui des 50% les plus pauvres. Le journaliste Christian Chavagneux le montre très bien dans cet article pour Alternative économique. Lorsqu'on étudie ensuite la dynamique inégalitaire de la zone dans son ensemble sur la période disponible, on est frappé par le fait que les plus aisés semblent profiter largement des périodes de crise. En 2009, en plein dérapage de la finance mondiale, les 5% les plus riches détiennent 41,5% du patrimoine de la zone. Puis, la crise touche l'Europe au début des années 2010 et pendant que les populations se battent pour s'en sortir en pleine politique d'austérité généralisée, les plus aisés voient leur part des richesses passer à 44,4% début 2015. Ce n'est pas un scoop. On sait que pendant les périodes de forte crise, les populations du bas de l'échelle qui n'ont que leur emploi et leurs revenus salariés pour vivre trinquent plus que celles du haut de l'échelle qui profitent des embellis de la bourse, de l'immobilier et des revenus du capital. Cela a été très frappant en Europe durant les 15 dernières années.
Enfin, tout cela ne semble pas vraiment prêt de s'arranger, car il n'y a pas encore de totale transparence fiscale dans l'Union européenne. Et le manque de transparence dans les régimes fiscaux des États membres favorise aussi l'évasion fiscale. Bien que des progrès aient été réalisés en matière de partage d'informations fiscales, il reste difficile pour les autorités de suivre les flux financiers complexes des multinationales. Cette opacité permet aux entreprises de dissimuler leurs bénéfices dans des juridictions secrètes. Mais attention, tout ceci est loin d'être une fatalité. C'est ce que rappelait l'économiste Gabriel Zucman dans les colonnes du Monde en 2021. Ce modèle de développement n'est pas soutenable, ses bases sont fragiles. Il s'effondrera dès lors que les autres pays européens décideront d'y mettre un terme. Car la concurrence fiscale n'est pas une loi naturelle, c'est un choix politique. Plutôt que de faire la course au moins-disant fiscal ou réglementaire, les États pourraient évoluer vers d'autres formes de concurrence internationale en investissant notamment dans les infrastructures et l'enseignement supérieur. Je ne dis pas que c'est une transition qui se fera simplement, mais il n'y a pas d'alternative. Nombre de spécialistes et d'acteurs politiques proposent des solutions depuis des années au niveau européen qui pourraient mettre fin, ou au moins amoindrir considérablement, cette évasion ou optimisation fiscale. Premièrement, cela passerait par le fait de réformer la liste noire des paradis fiscaux. Actuellement, la liste noire des paradis fiscaux est mise à jour tous les 6 mois, mais elle est largement inefficace et incomplète. Elle ne comporte aucun pays européen et de toute façon, voir son nom inscrit sur cette liste n'entraîne pas de sanctions concrètes. Pour que cette liste soit vraiment utile, il devrait donc y avoir des sanctions et elle devrait inclure des États membres de l'Union européenne qui ne coopèrent pas en matière fiscale. C'est en tout cas ce que défendent Transparency International et Oxfam, 2 ONG spécialistes des questions de fiscalité et de lutte contre l'évasion fiscale. Selon Oxfam, par exemple, il est crucial d'imposer des sanctions aux entités figurant sur cette liste, telles que l'interdiction d'accès aux marchés publics et financiers de l'Union européenne. La transparence est essentielle pour lutter contre l'évasion fiscale. La directive sur le reporting pays par pays, adoptée après le scandale des LuxLeaks en 2014, a été affaiblie, limitant son efficacité. Oxfam souligne donc l'importance de rendre les données de reporting accessibles au public et aux ONG. Le reporting, c'est lorsqu'une entreprise doit déclarer toutes ses activités financières dans chaque pays où elle est présente, permettant ainsi de suivre où et comment elle réalise ses bénéfices et paye ses impôts. Rendre ces données publiques faciliterait la surveillance des pratiques fiscales des multinationales. Actuellement, seules les multinationales ayant un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros sont tenues de faire ce reporting. Abaisser ce seuil, par exemple, permettrait d'inclure un plus grand nombre d'entreprises dans ce processus de transparence. Ça contribuerait aussi à une plus grande transparence et à la lutte contre l'évasion fiscale. Les ONG défendent également, évidemment, des mesures d'harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne. En 2021, un taux de taxation des multinationales a été accepté par l'ensemble des pays de l'OCDE, un taux de 15% censé rentrer en vigueur au sein de l'Union européenne au début de l'année 2024, et c'est une avancée. On vous en avait parlé dans cette émission avec Pascal Saint-Amand, mais ça reste largement insuffisant selon l'ensemble des ONG spécialistes du sujet. L'ICRIT, par exemple, proposait un taux de 25%, voire l'instauration d'une taxation unitaire. Et beaucoup craignent que cela tire les taux d'imposition vers le bas avec un taux général à 15%. Ce qui s'est passé, c'est que depuis, cet accord a été en partie détricoté. Finalement, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de niches fiscales et d'exonérations ont été introduites progressivement entre 2021 et 2023, dont la conséquence, au total, c'est effectivement de réduire par 2 les recettes fiscales qu'on peut attendre de cet accord. Et pour mettre toutes ces potentielles règles d'harmonisation ou de transparence en œuvre, eh bien, on se heurte, comme expliqué au début de cette vidéo, à la règle de l'unanimité. Comment pourrait-on mettre en place des mesures qui vont dans le sens contraire des intérêts des pays de l'Union européenne à la fiscalité minime ? Plusieurs ONG proposent tout simplement de supprimer le droit de veto des pays européens considérés comme des paradis fiscaux pour faciliter l'adoption des réformes fiscales nécessaires. Et pour ce qui est des avancées fiscales récentes en Europe et à travers le monde, il y a ce fantastique documentaire sorti sur Arte il y a peu qui s'intitule Tax Wars et que je vous conseille grandement. On a un système qui est devenu profondément biaisé au bénéfice des multinationales. Qui est le gagnant ? Les entreprises. Qui est le perdant ? Les gens ordinaires qui doivent payer davantage d'impôts parce que les entreprises ne paient pas leur juste part.
vous conseille également le visionnage de ce film, La très grande évasion, réalisé par Yannick Kergoat, qui là encore revient sur les enjeux démocratiques et économiques posés par l'évasion fiscale, notamment en Europe. Tout ça, c'est si vous voulez aller plus loin de votre côté. Il n'y a pas d'argent magique. Ouvrir un compte n'est qu'une formalité. Un nom et une adresse, même fictif. Il n'y a pas de paradis fiscal à l'intérieur de l'Union européenne. I think that actually more money is sitting offshore than ever before. Les masses en jeu sont énormes. Si on revient aux solutions, le rapport mondial sur l'évasion fiscale 2024, publié en octobre dernier par l'Observatoire européen de la fiscalité, montre que dans tous les pays étudiés, les milliardaires paient proportionnellement moins d'impôts que le reste de la population. Alors, plusieurs économistes, dont Gabriel Zucman, encore lui, se battent actuellement pour mettre en place à travers le monde un impôt sur les grandes fortunes, comme il nous l'avait expliqué sur le plateau de Blast à l'occasion de la sortie de ce rapport. Premièrement, nous créons un impôt minimum sur les milliardaires, sur les très grandes fortunes plus généralement, de 2% du patrimoine, c'est-à-dire que vous ne devez pas pouvoir payer moins de 2% de votre fortune chaque année en impôt sur le revenu et IFI. Voilà. On change la loi. On crée cette nouvelle taxe minimale. Et on vient aussi dire, bon, elle va s'appliquer aux milliardaires français, mais on est cohérent, on va aussi l'appliquer aux milliardaires étrangers, dans la mesure où les milliardaires étrangers ont une partie de leur fortune provient de la détention d'entreprises qui sont présentes en France, etc. Donc voilà, on va taxer les milliardaires mondiaux à notre échelle. Pour rester à l'échelle européenne, depuis plusieurs mois, un nombre de voix croissantes de la société civile, de scientifiques, d'élus demandent la création d'un impôt européen sur la grande fortune pour faire face aux enjeux climatiques et sociaux. Une initiative citoyenne européenne a été lancée en octobre 2023 et vise à rassembler 1 million de signatures afin de contraindre la Commission européenne à proposer cette mesure. Bref, la fiscalité est un enjeu absolument majeur au sein de l'Union européenne. Et pourtant, nous n'en avons quasiment pas entendu parler pendant cette campagne. Les candidats n'ont que peu, voire pas du tout, été interrogés sur le sujet, et le public n'a quasiment pas été informé sur ces questions. Je voudrais terminer cette émission avec cet appel, lancé au début de l'année 2023 par 250 multimillionnaires et milliardaires, une lettre intitulée « Le moment est venu de taxer les ultra-riches ». We're a group of effectively wealthy people who believe that actually we should be reducing levels of wealth and governments should be imposing wealth taxes and so on to reduce inequality and have a fairer society. We believe in annual wealth taxes, and that's because extreme wealth actually generates a number of problems. There's an economic issue with the wealthy taking money out of society and keeping it when that money could be used for other things. À l'occasion du Forum de Davos, ils demandaient aux dirigeants mondiaux de mettre en place un impôt sur les plus fortunés. Ils y déploraient eux-mêmes les inégalités de richesse et affirmaient « Notre requête est simple, nous vous demandons de nous taxer, nous, les plus riches de la société. » Peut-être l'heure est-elle venue de les écouter, au moins au sein de l'Union européenne. C'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous rappelle que nous sommes un média indépendant, à Blast, que nous sommes financés par vous, notre audience, et que nous ne faisons pas d'optimisation fiscale. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir financièrement en faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr. Et moi je vous dis à très bientôt.